Dans cette vidéo, nous allons traiter de manière semi-classique la diffusion inélastique et plus particulièrement la diffusion Raman. Dans une vidéo précédente, nous avions introduit la notion de diffusion électromagnétique sans perte d'énergie. Nous avions décrit au départ l'interaction entre une onde et une particule chargée, accélérée initialement au repos. C'est la diffusion de l'anglais Thomson connue dans les années 1900. Puis, nous avions regardé l'effet si cet électron était relié par un ressort à une charge. Nous avions alors introduit un modèle vibratoire harmonique. C'est l'interaction d'une onde avec la matière cette fois-ci. Nous avions alors déterminé la puissance émise de la diffusion relais. Le rayonnement émis était alors à la même longueur d'onde que le rayonnement incident. Mais la diffusion peut être aussi inélastique. Expérimentalement, ce fut d'abord appréhendé par les rayons X sur des électrons libres au début des années 1920 par un Américain, Arthur Compton. Sa découverte de la nature particulière du rayonnement électromagnétique lui valut le prix Nobel. C'est en 1922 qu'un Français, Léon Brillouin, observa à l'aide d'un interféromètre de Fabry-Perot des mouvements collectifs des atomes des réseaux cristallins. Ce sont des modes acoustiques du réseau cristallin qui vont générer des pertes d'énergie des photoincidents. Alors en 1928, un Indien, Raman, mit en évidence l'effet de la diffusion inélastique, cette fois-ci par des photons, par des molécules en solution et sous forme gazeuse. Cela prouvait par ailleurs les intuitions d'un Allemand, Smekal. Alors la théorie fut ensuite précisée par Heisenberg, puis par Schrödinger et Dirac. Alors la diffusion inélastique dans les cristaux solides fut aussi observée dans le même temps en Russie par Leonid Mandelstam. Raman qualifie cette nouvelle radiation en comparaison d'un autre effet déjà connu, la fluorescence, une diffusion ordinaire qui avait été observée par Brewster à l'origine sur la chlorophylle et qui sera nommée réflexion dispersive par Stokes. Alors c'est en 1930 que l'importance de ce phénomène est reconnue. Raman aura le prix Nobel pour cette découverte importante d'un point de vue de l'analyse spectroscopique des liaisons moléculaires. C'était aussi une première preuve expérimentale de la nécessité d'un modèle quantique pour analyser les résultats de mesure. Alors nous avions introduit dans la vidéo précédente l'origine de la diffusion électromagnétique sous la forme d'une charge accélérée. Le système considéré était alors une seule charge fixe. Rappelez-vous, le vecteur de Poynting nous donnait la densité d'énergie en fonction de l'angle d'accélération. Alors il est classique d'interpréter désormais la diffusion par un système de deux charges, c'est-à-dire un dipôle. Alors effectivement, si on applique un champ électrique extérieur oscillant à la fréquence oméga, alors ceci va induire une déformation du nuage électronique de part et d'autre du noyau chargé positivement. Alors cette vision est tout à fait valable pour l'atome d'hydrogène. Donc on peut prendre comme image du système un dipôle oscillant. Alors peut-on faire apparaître l'expression du dipôle dans le vecteur Poynting que nous avions déjà démontré? Alors l'accélération petit a, nous l'avons déjà vu dans l'approximation harmonique, est reliée au vecteur déplacement de l'électron que l'on va multiplier par oméga carré. Alors je vous rappelle que le dipôle est défini par deux charges opposées Q séparées par une distance x. Et donc on va reconnaître tout de suite l'expression du dipôle. Donc vous voyez bien que le vecteur de Poynting dépend bien du carré de la norme du dipôle. Alors on peut arranger cette expression. Vous introduisez ici que epsilon 0 mu 0, ça fait 1 sur c carré. Donc le vecteur de Poynting, nous l'avons déjà vu, décrit alors deux lobes. C'est le diagramme de rayonnement du dipôle en deux dimensions, en 2D. Alors on voit ici que l'intensité diffusée est anisotrope. Alors je vous représente ici, je vous donne une représentation en 3 dimensions. Donc le diagramme de rayonnement décrit alors un tube qui se referme sur lui-même. Donc c'est un tore dont l'axe de révolution est déterminé par l'orientation du dipôle. Alors le fait d'avoir introduit le moment dipolaire, c'est-à-dire le vecteur de polarisation,
Ceci nous permet de généraliser sur les différents comportements de la molécule. Alors, nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur la polarisabilité, le moment dipolaire qui va être induit par le champ électrique appliqué va dépendre des propriétés intrinsèques de la molécule, c'est-à-dire de la manière dont elle répond à l'excitation électrique extérieure. Donc, nous l'avons vu dans la capsule vidéo, la polarisabilité électronique alpha va être l'aptitude de la liaison de la molécule à créer ce moment dipolaire. Alors, la polarisabilité alpha, c'est un tenseur de rang 2 que l'on peut écrire sous la forme d'une matrice carrée à 9 composantes alpha ij. Et ça va représenter la forme du nuage électronique de la molécule sous l'influence du champ électrique grand E. Donc la description de la forme du nuage électronique dépend des valeurs de chaque composante. Alors je peux vous donner deux exemples ici de matrice diagonale. Ici, vous voyez, le nuage électronique est sphérique, isotrope. Alors les éléments de la matrice diagonale sont tous égaux. Et si vous l'effet d'un champ électrique, le nuage électronique peut devenir ellipsoïdal. Et auquel cas, les éléments diagonaux deviennent alors différents. Alors si l'on considère des très faibles champs électriques appliqués, on pourrait considérer alpha comme invariant, c'est-à-dire comme un mouvement pur d'un ressort dans l'approximation des petites amplitudes. Pour tenir compte des écarts de polarisabilité à plus forte amplitude, on introduit un développement de limité en série de Taylor et on va se limiter ici à deux termes. On peut aller chercher la dépendance temporelle du moment dipolaire. E va osciller avec la fréquence de l'onde incidente oméga i et le déplacement x va varier en fonction de la fréquence interne propre oméga 0 de la vibration. Donc on fait apparaître ici, vous voyez en développant, on fait apparaître ici le produit de deux cosinus. Donc connaissant nos relations de trigonométrie, on peut alors transformer le produit des cosinus en une somme de deux cosinus. Et donc le moment dipolaire ou encore l'énergie diffusée va dépendre de trois termes. Et cette équation est fondamentale dans l'approche classique. Elle met en exergue les trois domaines de fréquence. Alors le premier correspond à une vibration de la molécule en phase avec l'excitation. C'est la diffusion élastique de Rayleigh. Ce sera le mode dominant. Alors les deux autres termes caractérisent la diffusion inélastique Raman. Le deuxième terme correspond à une fréquence de vibration plus faible que l'excitation, c'est-à-dire une plus petite énergie diffusée. Alors une autre manière de le voir, c'est de dire que la lumière diffusée aura une longueur d'onde plus grande, donc un décalage vers le rouge. Ce décalage vers le rouge a été observé par George Stokes dans le cadre de la fluorescence. Et donc c'est pour rappeler cette observation que ce décalage dans la diffusion est appelé Stokes. Alors à l'opposé, troisième terme, correspond à un gain de fréquence en énergie diffusée. Donc ce décalage en longueur d'onde est donc vers le bleu et on l'appelle alors anti-Stokes. Donc vous voyez que chaque mode propre de vibration de la molécule, s'il est possible, implique un phénomène de diffusion Stokes et un processus anti-Stokes complètement symétrique par rapport à la fréquence de diffusion Rayleigh. Alors cette équation montre l'importance du tenseur de polarisabilité sur l'activité de la diffusion Raman. Alors le tenseur de polarisabilité va renseigner sur ce qu'on appelle les règles de sélection. C'est-à-dire, on parlera qu'un mode actif en Raman sera actif en Raman lorsque les termes de diffusion inélastique sont non nuls. Autrement dit, il faut qu'au moins un des éléments du tenseur dérivé dα sur dx soit non nul. En d'autres termes, les vibrations actives en Raman sont celles qui modifient la polarisabilité et donc la forme du nuage électronique lors de l'interaction lumière-molécule. Si cette approche classique est suffisante pour obtenir des informations qualitatives sur les caractéristiques vibrationnelles d'une molécule, cette théorie fournit en fait une information inexacte sur l'intensité relative des processus de diffusion. On sait que expérimentalement, l'intensité de diffusion Rayleigh est beaucoup plus intense que la diffusion Raman-Stokes, elle-même qui est encore plus intense que la diffusion Raman-anti-Stokes. Le processus de diffusion Raman est un des phénomènes d'interaction lumière-matière qui est un des moins efficaces.
si je compare à l'absorption infrarouge ou la fluorescence par exemple. Alors pour expliquer cette différence, il faut analyser le phénomène de diffusion Raman dans une approche semi-classique, dans laquelle la matière est décrite par un modèle quantique, tout en gardant une description classique des champs électromagnétiques. Et ça, c'est l'approche de Klein en 1927. Alors voici la courbe de Morse qui vous donne l'énergie de l'électron en fonction de la distance avec le noyau. Donc il est nécessaire de faire intervenir la quantification en quantique des niveaux d'énergie de la molécule. Seuls quelques états vibrationnels vous sont permis. Donc vous avez ici les différents niveaux d'énergie superposés. Il y a les diagrammes énergétiques de Jablonski simplifiés qui vont correspondre aux différents processus de diffusion. Alors on peut regarder la diffusion avec le regard quantique. Donc la molécule est alors excitée dans un niveau d'énergie supérieur. Alors c'est un niveau qui ne va pas exister, il est représenté ici en pointillé comme un état virtuel intermédiaire. Donc la mécanique quantique donne une image peut-être plus visuelle. C'est un état virtuel qui n'a aucune réalité physique, c'est une construction mathématique de la théorie des perturbations. Cependant, si l'énergie de l'état virtuel intermédiaire coïncide avec un des niveaux électroniques réels, vibroniques, de la molécule, alors nous serons en présence d'une diffusion résonante. Mais on ne va pas traiter ce cas ici. Alors, il va y avoir trois types de désexcitation. Alors, le premier, c'est un retour au niveau initial par la diffusion d'un photon h nu. C'est la diffusion sans changement de fréquence, ou on l'a appelé la diffusion de Rayleigh. Donc l'état initial est égal à l'état final. Alors, on peut retourner au niveau d'énergie, mais cette fois-ci supérieur, en émettant un photon h nu1 qui va être inférieur à h nu0. Et ça, c'est la diffusion de Raman-Stokes. On peut aussi, c'est le troisième cas, retourner à un niveau d'énergie, mais cette fois-ci inférieur, en émettant un photon h nu2 qui va être supérieur à h nu0. Et ça, c'est la diffusion Raman anti-Stokes. Donc vous voyez, on peut avoir un spectre diffusé qui va être symétrique en fréquence par rapport à la raie excitatrice. Alors la dissymétrie en intensité ne peut s'expliquer qu'à travers l'approche quantique, en faisant intervenir les niveaux de population initiaux et finaux qui sont différents selon la statistique de Maxwell-Boltzmann. Donc le rapport des intensités des bandes Stokes et anti-Stokes va dépendre de la température ici, ainsi que l'énergie de vibration de la liaison considérée. Alors typiquement pour des liaisons faibles de type Van der Waals, supérieures à 3000 l'énergie thermique KBT, le rapport est de l'ordre de 10. Les bandes anti-Stokes sont donc toujours moins intenses que les bandes Stokes correspondantes. On ne les observe plus dès que la fréquence devient trop importante ou qu'on baisse la température. Alors à ce stade, il peut être utile de faire quelques rappels sur les grandeurs spectroscopiques. La fréquence s'exprime très facilement en fonction de la pulsation angulaire oméga. Elles sont d'ailleurs souvent confondues. La longueur d'onde, c'est la grandeur qui est souvent la première accessible à l'aide d'un spectromètre. Alors on l'exprime souvent en nanomètres en référence au domaine visible. L'énergie, vous allez l'obtenir à partir de la fréquence via la constante de Planck H. Et les physiciens du solide aiment bien exprimer cette énergie en électronvolts. Alors les chimistes, quant à eux, préfèrent décrire les vibrations par le nombre d'ondes, sigma, défini par l'inverse de la longueur d'onde. Alors attention, il n'y a pas de 2π ici, ce n'est pas le nombre d'ondes angulaires qui est défini par les opticiens. Alors, comme en spectroscopie infrarouge, on va indiquer la position des bandes Raman en cm-1. Donc, vous avez ici une relation pratique entre le nombre exprimé en cm-1 et la mesure expérimentale de la longueur d'onde exprimée en nanomètres. Alors, je vous donne aussi la relation entre les nombres d'ondes en cm-1 et l'énergie exprimée en électronvolts. Il y a juste, vous voyez ici, une constante de proportionnalité. Alors, en Raman, plutôt que de repérer les bandes par le nombre d'ondes absolues, on préfère faire coïncider le zéro de l'échelle horizontale ici avec le nombre d'ondes de la raie excitatrice. Et on va appeler la différence des nombres d'ondes absolues le déplacement Raman qu'on note sigma bar. On note aussi le nombre d'ondes Raman.
Donc le spectre Stokes est donc ici maintenant sur votre droite. Voilà, nous venons d'introduire la diffusion inélastique pour des molécules polarisables. Alors c'est un cadre théorique semi-classique, semi-quantique, qui est à la base de nombreuses méthodes d'analyse. Nous avons traité ici uniquement les effets linéaires. Alors il faut savoir que d'autres effets non linéaires peuvent s'ajouter lorsque le champ électrique est créé par un rayonnement incident très élevé. Cela va être le cas avec des lasers pulsés avec des puissances crêtes très élevées. Donc ces effets non linéaires ont donné naissance à d'autres techniques telles que l'effet Raman stimulé ici, ou encore l'effet hyper-Raman, ou la diffusion Raman antixto-cohérente, qu'on note DRASC, qu'on appelle aussi le CARS en anglais, pour Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.